Très chers auditeurs, bienvenue à cette suite de l'épisode où nous avons écouté notre cher ami Rodrigue. Nous écoutons cette fois-ci son narratif sur les chocs culturels qu'il a vécu aux États-Unis, lui et sa famille. Chose promise, chose due. Restez accrochés et écoutons la suite de comment naviguer les chocs culturels en tant qu'Africain subsaharien venant aux États-Unis. Quelle est l'image de comparaison avec d'où tu venais à cet instant-là? Ce qui se passe, c'est que le développement, je m'y attendais. C'est-à-dire que quand on quitte le Cameroun et on vient aux États-Unis, on sait qu'on vient dans une société industrialisée et développée. Donc ça ne m'a pas trop blasé. Donc Oui, je veux encore dire que le fait de le vivre, c'est différent. Parce oui, qu'on a vu ça à la télé, on a vu Beverly Hills, on a vu les Santa Barbara, les Dallas, les oui, Miami. On connaît la vie de l'Amérique, quoi. On connaît oui. à travers Hollywood comment se présente sur le plan des infrastructures, comment se présente l'Amérique. Mhm. Donc, je suis pas, on est agréablement content, on est content d'être là. Bon, c'est pas ça qui nous place. Oui, Ce qui choque est quelque chose que même ceux qui sont au pays, même quand ils parlent, ils ne peuvent pas parler de ça, c'est le choc culturel. oui. Ah, c'est très Le important. Je choc, crois qu'on est en train de naviguer maintenant vers le côté les surprises désagréables, quoi. oui, Oui, le choc culturel est, le choc culturel est agressif. oui. Bon, déjà, Peut-être tu peux quand on mentionner parle, deux ou trois exemples qui vous ont marqué le plus. Ça peut être pour toi comme pour ton épouse. Quels sont peut-être environ deux ou trois exemples qui restent encore très présents dans ta tête de choc culturel? bon, le choc culturel, déjà, je crois, peut-être à l'escale. En fait, c'est quand on arrive à l'aéroport, on est arrivé par, je crois, l'aéroport de l'Est. Mhm. On a, on arrive. Je crois que c'était la première fois que mon épouse et moi, on voyait deux hommes s'embrasser. Oh là là. Oh, 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 je Ouais, ça, vois. c'est un truc ça nous a un peu secoué, quoi. Oui, C'est-à-dire, on oui, n'avait jamais vu, on voit deux mecs, ils sont oui. là en culotte, tu vois, barbe, machin, truc. Ils sont là à l'aéroport, dans la ligne, ils se font les carrés, ils se font les bisous. Oh Là, là là, là là c'était là là fort. là là là. Ça, c'était fort. C'était mais nous, on a atterri où comme ça? Oui, oui, là, c'était vraiment fort. C'est pas, je sais pas, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. On entendait, tu Oui, vois, on oui, entendait parler, et tout. Bon, ça, c'est un truc qui nous a quand même secoué. oui. Ça nous secoue tous. Ça nous secoue tous à un niveau Voilà. ou à un autre, oui. Oui, oui, oui. Et le deuxième, quel est le deuxième qui te revient aussi très fort comme Le deuxième, c'est la structure sociale. Ce n'est pas comme au Cameroun où il y a la cour commune, on va chez le voisin, les voisins viennent chez toi, on connaît tout le monde, on joue ensemble. C'est-à-dire, il y a cette rupture-là. On entre de plein pied dans une société individualiste Mhm. Oui, où on est réduit à la famille nucléaire et c'est vraiment limité aux proches. mhm. Jusqu'aujourd'hui, mon voisin de palais, je ne peux pas te dire que je connais son nom. Ah oui, Je ne suis jamais entré chez lui, il n'est jamais entré chez moi dans le Oui, building. Ça c'était le deuxième. On n'est pas habitué à ça. ah oui, ah Ça, oui. c'est quelque chose ça m'a aussi choqué. Oui, Ça m'a aussi choqué. Parce que vous savez, quand il y a par exemple le fait au Cameroun, tu as l'image, par exemple, au Cameroun, que tu rentres au Cameroun, par exemple, pour tes vacances. oui. Quand vous allez faire une réception à la maison, les voisins vont venir. C'est ça, la porte est ouverte, même s'il est assis Ils ont été dehors. invités ou pas, ils vont venir, ils Ah vont dire oui, ah oui. oui, bienvenue, machin, comment ça va et tout, c'est comment là-bas. C'est peut-être tel qui va sortir avec le vin blanc là-bas, Oui, l'autre va sortir avec, une maman va venir avec les coquilles ou je ah ne sais oui, pas, une maman va apporter les avocats, quelqu'un va venir avec les mangues. oui, Non, non, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société individualiste. Ça, c'était le deuxième choc. oui, On oui. prend à vivre, on Oui, comprend, on comprend que là, et parlant du problème de société individualiste, je suppose qu'il y a quand même eu euh, des leviers qui vous ont aidé à créer, à intégrer une communauté de ce support social, quoi. Comment ça s'est passé à ce niveau? Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter le côté individualiste?
beaucoup de cas de ceux qui viennent avec leur conjoint, c'est que tu parles seulement avec ta femme ou avec ton mari pendant quand tu es à la maison, quand tu vas au travail, tu parles avec ceux avec qui tu travailles, tu parles seulement avec ton conjoint jusqu'à ce que vous créez une sorte de cohésion avec une autre communauté. Ça peut être des amis ou des collègues, généralement, Oui. avec qui on partage des choses en commun, quoi. Oui. Donc, quand on arrive, déjà que notre famille d'accueil, c'est la société typique américaine. Ils sont déjà intégrés, ils sont adaptés. Donc, on crée une connexion avec eux. Mm-hmm. Et bon, comme c'était l'été, ils nous amenaient au barbecue, comme ça se fait en été. Il y a les petits événements, les graduations, les remises de diplômes. Donc, c'est comme ça qu'on était présentés à leurs amis, quoi, à leur entourage proche. Donc, oui. on partait à des réceptions, tous ensemble. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Mais un lien très fort avec la famille au pays, parce qu'on est déjà à l'époque des téléphones Android, quoi. Oui. C'est-à-dire une grande connexion avec les gens, c'est-à-dire tu appelles, tu racontes à tes frères, à tes soeurs, à tes parents comment ça se passe ici. Donc on est connecté. Donc on a même du mal à mettre plein pied dans la société américaine parce qu'on est encore bien enraciné avec la famille au pays, quoi. Oui. C'est-à-dire, oui, là, ici, on s'intègre timidement, mais le bloc avec la famille, les conversations avec la famille sont fortes parce qu'on on les rend compte quotidiennement de l'évolution des choses. Tiens, voilà, aujourd'hui, on a allé ceci, on a vu cela, on a allé comme ceci, on a fait comme ça, on a commencé à faire ceci. Donc, il y a ça. Bon, après, on retrouve des cousins à gauche, on retrouve des cousins à droite, on se retrouve pour tel événement. On part au parc, c'est un peu comme ça qu'on essaie d'entrer dans le tissu social, mais beaucoup plus dans la communauté camerounaise, africaine. Mm-hmm. Oui, et tu as soulevé un point important, c'est qu'avec la technologie, arriver ici, on n'a pas besoin de se sentir seul, mais en restant connecté avec les membres de famille ou certains amis au pays, ça nous aide quand même à garder le côté relationnel, vous voyez, et vivant. Ça, c'est pour ceux qui nous écoutent. Et puis, pendant ce temps, comme tu es en train de le dire, maintenant, rechercher dans la communauté les personnes avec qui on peut vraiment s'associer et partager la même histoire. Exactement, parce que oui, à ce moment-là, oui, c'est vrai. C'est très important. La technologie aide beaucoup. Oui, le temps n'est pas le meilleur allié pour les podcasts parce qu'on se dit toujours 20 minutes, mais après, c'est souvent tellement intéressant. Alors, il y a un aspect que tu as mentionné, peut-être tu n'es pas conscient de combien profond cela affecte l'intégration de la communauté subsaharienne, faire les enfants aux États-Unis. Alors, c'est parmi toutes les personnes que avec qui j'ai eu à faire les podcasts, je pense que tu es le premier qui parle d'avoir laissé l'enfant au pays et d'avoir choisi de ne pas faire des enfants ici dès le début. Je sais que j'ai parlé avec une dame, quand elle est arrivée, elle a dû faire plusieurs années sans travailler parce que le mari devait travailler et il fallait à tout prix quelqu'un pour rester avec les enfants. C'est quand les enfants ont atteint un certain âge qu'elle a pu commencer. Mais quel est votre cas particulier? Quel est l'impact qu'a eu le fait d'avoir laissé votre fille au pays et d'avoir choisi de ne pas faire les enfants ici? Comment ça vous a aidé? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas souvent eu l'impression que, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'être comme le couple des Blancs? Un enfant, et puis on n'avance plus avec un deuxième ou un troisième? Oui. Premièrement, c'était une décision, je veux pas dire que c'était parce que c'était une décision très difficile même. Mm-hmm. Mais je l'ai prise parce que le jour que j'ai décidé, même avant de parler à mon épouse, le jour que j'ai décidé, je devais rester. Aujourd'hui, elle est déjà là. Elle est venue en 2019. Oui. Donc, ça fait à peu près 5 ans qu'elle est là. Mm-hmm. Mais quand j'ai pris cette décision ce jour-là, ça m'a fait... J'ai eu mal. J'ai pleuré en cachette, comme les hommes ne pleurent pas en public. J'ai pleuré en cachette. Oui. Parce que c'était dur. Elle n'avait que 2 ans. Mais vu la situation, on allait dans un environnement qu'on ne connaît pas. Oui. Et on devait être reçu par une autre famille. On imagine déjà la charge. Parce que accueillir une personne, c'est facile. Accueillir 2 personnes, un couple, ça peut aller.
Mhm. Mais accueillir une famille entière d'un enfant au bas âge, c'est un autre challenge. Ah oui, dans cette société-ci, c'est vraiment Oui. difficile. Et quand on a pris cette décision, moi je pense que personnellement, c'était l'une des décisions la plus intelligente que j'ai prise. Ouais. Parce que ça nous a permis tous les deux de travailler. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on arrive, je crois, après un mois, on trouve le travail. Je travaille à Popeyes avec mon épouse et on travaille aussi à Bee Gees, Oui. un warehouse, comme Oui. Costco. On faisait le shift de nuit. On achalandait les étagères la nuit. Oui, oui, je me rappelle bien. Mon premier travail aussi, je veux juste te dire que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas, qui sont un peu perdus, c'est le commun de tous ceux qui arrivent en général. C'est de prendre le premier travail qui permet de payer les factures, d'être autonome. Et généralement, ça commence par des travails dans des entrepôts, des magasins, généralement la nuit. Exactement. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait aussi quand je suis arrivé. Donc, ça nous a permis de travailler déjà ensemble, ce qui n'aurait pas été possible si on avait un enfant à veiller sur lui. Ça nous a permis de démarrer, Oui. d'entrer de plein pied dans le monde du travail. Et après 6 mois, on était en mesure de prendre notre appartement. C'est intéressant. 6 mois en Amérique. Ah oui. Oui, après 6 mois, on l'a pris avec un autre cousin. C'est-à-dire, on a pris un appartement. C'était un appartement de 3 chambres. Oui. J'ai pris une chambre avec mon épouse. Mon cousin a pris une chambre. On a cherché un roommate. Ça, c'est intéressant. Mais ça veut dire que tu avais déjà commencé à intégrer l'esprit de l'entrepreneur, là. C'est-à-dire, après 6 mois, tu commences à générer le capital avec l'immobilier. Oui. Ça, c'est... Donc, Oui. C'était important. Donc, ça nous a permis de vite démarrer. Oui. Ça nous a permis de vite démarrer. Et dès qu'on a pris plié, on s'est installé. On est arrivé en 2015. En 2016, on était déjà chez nous. En 2017, on a pris un appartement avec mon épouse. On avait plus de roommates. Oui. Parce qu'on avait déjà lancé la procédure pour amener notre fille. Oui, oui. Et entre-temps aussi, on a reçu un autre Camerounais qui avait aussi eu la green card. Oui. C'était le petit frère d'un camarade d'université. Il me dit que voilà, il y a mon petit frère qui a eu la loterie. Il est en train d'arriver, il n'y a personne pour en 2017. Donc, ça peut aller très vite. Parce qu'on arrive en 2015. En 2017, on est déjà en train de recevoir un autre Camerounais qu'on va héberger et faire tout ce qu'on a fait. Et faire pour lui ce qu'on a fait pour nous. Oui, oui, oui. C'est de très bons signes, quoi. Et ça n'aurait pas été possible si on avait notre enfant. Oui, oui, Parce oui. que déjà notre famille d'accueil, Tante Hélène, elle me dit que quand elle est arrivée, elle avait un enfant au bas âge. Elle dit qu'elle travaillait la nuit, son mari travaillait de jour et il s'échangeait l'enfant au metro station. Ah oui, à la station de métro. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez un bébé de 2 mois, il entrait d'aller au travail, elle entrait de revenir au travail. Oh mon La Dieu. première personne qui arrive avec l'enfant attend. Oui. Donc, comme elle rentre du boulot, elle descend du métro, elle prend le bébé et lui, il entre. Il entre dans le métro et il continue. Oui. Ah oui. Ça, c'est des détails cachés que beaucoup de gens ne connaissent pas sur l'intégration ici, quand on vient avec les enfants. Oui. Parce qu'au pays, on ne connaît pas ça parce que la famille est âgée. Oui. Ce genre de problème, tu vas demander à une tante de venir regarder l'enfant. Il y a les solutions gratuites. Ah oui. Comme la famille est âgée, les solutions sont gratuites. Tu vas demander à ta maman, donc, tu vas me regarder le bébé. Elle ne va pas te donner de contrepartie. Elle ne va pas te taxer et tout. Donc, effectivement. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Et quand notre fille arrive en 2019, on est dans de l'accueil. Oui. Oui. Parce que quand elle arrive, on est déjà dans un appartement de 2 chambres. Elle a sa chambre à elle. Ça, c'est déjà... Et je peux imaginer la joie. Si elle était venue le même jour avec nous. Oui. Si elle était venue le même jour, elle allait dormir certainement dans le même lit, dans le sous-sol de la télé. Et ça allait être vraiment difficile. Parce qu'on n'a pas de voiture. Oui. On n'a pas de voiture. Les revenus sont minimums. Parce que quand on commence, oui, c'est le salaire minimum
Je crois à l'époque, c'était, je crois, un truc, ou bien là, c'était quoi, 12 dollars ou 8 dollars, je sais pas, je me souviens plus. Donc Ah ça, ouais. c'était... Et maintenant, par la suite, avoir un autre enfant, c'est un autre challenge, parce que pour faire l'enfant, il faut avoir l'épargne. On arrive dans une société, où on planifie, Oui. où on organise. Oui. C'est-à-dire, quand tu commences à gagner de l'argent, tu dois prendre une feuille et un bic. Ah oui. Tu vas faire le montant total de ton revenu. Et de l'autre côté, tu vas faire le montant total de tes dépenses. Effectivement. Tu vas voir si c'est équilibré, s'il te manque de l'argent ou si tu en as plus pour épargner. Tant que ce n'est pas positif, tu ne peux pas te lancer dans une entreprise quelconque. Elle sera vouée à l'échec. Oui, et pour aider nos auditeurs, dans les recherches montrent que le coût pour faire un enfant, c'est environ entre 5 000, c'est dans les 5 000 dollars. C'est-à-dire quand tu choisis que tu vas faire un enfant, mais tu dois avoir au moins un 5 000 dollars posé, cash, pas Oui. juste pour tout ce qui va venir, comme dépenses et tout ce qui va après, quoi. Et ça implique beaucoup d'obligations, même après que l'enfant soit arrivé. Et les dépenses, les charges familiales augmentent parce que la nutrition est différente, il y a l'assurance santé. C'est vrai qu'il y a des programmes qui supportent ça, mais ça dépend de beaucoup d'autres facteurs, comme le revenu. Alors, je crois qu'on aura une autre occasion dans un autre podcast de probablement toucher le côté insertion socio-professionnelle. Mais je pense que juste à partir de ton histoire, comment tu découvres la Green Card, comment tu réussis à l'avoir sans que personne ne t'aide, sans que tu n'aies à payer personne, l'important du soutien social que tu as, que toi et ton épouse vous avez pour votre insertion et comment vous avez pris la décision de laisser votre fille, c'est déjà suffisant pour orienter quelqu'un qui veut venir. Mais pour terminer, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est en train de venir dans les jours et les mois qui arrivent, en tant qu'un grand frère, un tonton ou un ami, après 2015, ça fait 2024, ça fait 9 ans, presque 10 ans dans l'année prochaine, 2 ou 3 conseils qui pourraient vraiment faire que cette personne réussisse rapidement ou alors ait moins de mal que ce que vous avez eu. La première barrière pour les francophones, c'est la langue. Ouais. À l'instant où tu décides et que tu fais des projets, que tu vas, pour les projets de venir aux États-Unis, apprends la langue sérieusement. Apprends la langue comme si... Parce que ton expression sera fonction de ton intégration. Ouais. Parce que pour le moindre petit job qu'on va vouloir t'accorder, tu vas passer par une interview. Et dans cette interview, tu dois montrer comme tu dois prouver que tu peux recevoir des ordres et que tu peux répondre à une requête. Ça, c'est la première des choses pour les francophones. Oui, la langue. Il y a la barrière de la langue. Oui. La seconde, c'est que il faut être vaillant, il faut être motivé, il faut être audacieux, il faut pas être timide. Il faut avoir la force de se lever et d'aller réaliser et chercher à atteindre ses objectifs. Ah oui, ça c'est très important, oui. Très, très capital. Oui, je pense qu'on a prévu, dans le podcast d'avant, celui-ci, on parlait d'avoir une séance carrément, un podcast pour avoir un peu comment réaliser des objectifs atteignables dans le système américain en tant qu'immigrant subsaharien, parce que c'est tellement capital. C'est des choses que certains apprennent ici, mais pas dans notre culture africaine. Effectivement, beaucoup l'apprennent ici après tellement d'échecs, ou alors ils ont la chance d'avoir un travail où on fait ces choses et ils découvrent que c'est possible de le faire. Pourtant, ceux qui arrivent ayant déjà ces prédispositions à se fixer des objectifs, à aller hors de leur zone de confort, ils vont vraiment plus rapidement. Oui. Est-ce que tu as un autre troisième conseil Le troisième conseil, une fois arrivé aux États-Unis, il faut se spécialiser dans un domaine. Il faut acquérir des compétences spécifiques dans un domaine. C'est ça qui va te permettre de te démarquer. Oui. Donc, il faut se former. Oui, ça c'est... Tu peux rentrer à l'école, tu peux apprendre de façon autodidacte, tu peux faire les bootcamps, tu peux faire les certifications.
tu dois acquérir des compétences spécifiques Oui. Ah pour oui. sortir des travaux physiques. Oui. Ah, je peux te Voilà, garantir que voilà mes oui. trois conseils. Oui. En parlant de sortie des travaux physiques, c'est que je voudrais juste dire que quand vous arrivez dans ces boulots qu'on appelle les warehouses et vous trouvez certains de vos frères qui vous disent qu'ils sont là depuis 10 ans et 15 ans, Exactement. la première chose que ça produit, ce que ça a produit en moi, c'était la révolte. Je me suis dit, je ne me vois pas dans 10 ans ici. Pas du tout. Pas du tout. Et puis, les maladies qui vont avec, le dos. Et puis, je me dis, avec le temps, j'ai compris que nous n'avons pas eu toutes les mêmes opportunités. Certains ne sont pas arrivés au même âge, mais parfois, certains n'ont juste pas entendu le bon conseil au bon moment. Et le moment où ils l'ont entendu, c'était tard. C'était tard. Donc, c'est vraiment très capital, cette affaire de spécialisation. Et je voudrais aider nos auditeurs à comprendre que le système américain a une pléthore de multitudes de possibilités de se former. Même jusque à retourner à l'école au niveau universitaire pour les 2 premières années et avoir une formation de base même s'appuyant sur un financement gratuit. Maintenant, si on veut aller plus loin à des hauteurs, moyennant des prises de dette qui sont généralement remboursables à des taux différenciés, tout est vraiment mis sur pied pour acquérir une spécialisation et se dire, pendant que je fais cette spécialisation, les choses changeront probablement mieux et de mieux en mieux, en fait, et de ne pas accélérer. Ah oui. Acquérir des compétences. Ok. Je crois qu'on aura encore... Cette partie de spécialisation est revenue dans presque 4 ou 5 podcasts. Et ça, je crois que c'est très capital. Quand on va revenir, je planifie faire cela sous forme de panel de podcasts où on aura la possibilité d'entendre les avis de subsahariens de divers horizons et qui pourront donner leur expertise, ce qu'ils ont appris et comment est-ce qu'on peut vraiment s'entraider même. Parce que même si on a déjà atteint un certain niveau, je pense qu'on voudrait aussi arriver à un moment où on se dit, si je prends ma retraite dans 20 ans, hein, ce ne sera pas pour l'apprendre et être en train de travailler. Je veux aussi pouvoir prendre ma retraite et l'argent travaille pour moi. Comme on entend d'autres personnes en train de le dire, mais ça se prépare, ça se cultive, on se forme pour le faire. Tout à fait. Ok, mon cher Rodrigue, merci beaucoup. Oh là là, ça c'est le plus long podcast de tous les podcasts que j'ai jamais fait parce que c'est tellement riche. Alors, je rappelle à nos auditeurs que Rodrigue était l'invité de Ton histoire compte. En anglais, c'est Your Story Matter. C'est quoi qu'en anglais ça sonne? Je ne sais pas pourquoi l'anglais sonne bien comme ça. Your story matter. Ça dit que ton histoire est capitale, ça a de la place. Quelle que soit ce qu'elle est, ça peut aider quelqu'un quelque part. Donc, merci beaucoup. Et je crois que l'épisode sera disponible en ligne très bientôt. Et tu pourras, je l'espère, le partager dans tes contacts. Et si possible, même si tu connais d'autres personnes, tu as parlé de Frankie et de Coco, j'aimerais bien entendre leur histoire à eux et aussi les partager. Oui, ce sera un plaisir. Et qui sait, avoir Rodrigue, Frankie et Coco, 3 meilleurs amis à l'UIT dans un podcast. Oh là là, ça va créer de bonnes choses, hein, surtout pour vos amis restés au pays. Ok, d'accord. Merci pour l'invitation et vraiment beaucoup de courage et félicitations pour l'initiative. Merci. Il faut toujours laisser quelque chose pour la postérité et il faudrait que des gens ont des supports d'information. Oui. Le fait que tu aies choisi le podcast, c'est vraiment, vraiment super génial parce que, je le redis, en Afrique, la connaissance se traduit oralement. Donc, oui. encore félicitations à toi. Merci beaucoup. Et bien mes salutations à la famille et à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. À plus. Donc, c'était la prochaine. D'accord, bye bye.